Bonjour, bonsoir. Mazlek Info reçoit un acteur politique, Gervais Onian, jusqu'à un passé récent, vice-président d'Héritage et Modernité, RHM, dirigé par l'actuel ministre en charge de la Culture, Michel Menga. Gervais Onian, bonjour. Bonjour, monsieur Malekou. Aux dernières nouvelles, le RHM, vous ne seriez plus en odeur de sainteté avec la direction du RHM. Déjà, bonjour et encore une fois, merci de me recevoir. J'ai cru avoir lu aussi que Gervais Onian avait claqué la porte du RHM avec armes et bagages. Non, il n'en est pas question. Je voudrais simplement dire que dans le parcours d'un être humain, dans le parcours... Vous avez démissionné? Oui, j'ai démissionné, en effet. Dans le parcours d'un être humain, dans le parcours d'un leader ou d'un responsable à un certain niveau, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre en accompagnant les aînés ou des gens beaucoup plus instruits et on apprend auprès d'eux. Et arrive un moment où, si on a pris le temps de bien apprendre, il est important de prendre son propre bâton de pèlerin pour poursuivre sa route. Donc vous vous affranchissez de sorte de tutorat d'acteurs politiques, j'ai envie de dire des aînés, pour désormais tracer votre sillon. Oui, tout à fait. Ça veut dire que en quittant le RHM, vous ne répondez pas à l'appel d'un aîné, Ali Bongo Ondimba, qui demande au fils spirituel d'Ali Bongo et au peuple gabonais, du moins des acteurs politiques, de travailler autour de lui pour le Gabon, parce que quand même votre proximité avec Ali Bongo est connue de bien de monde quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ce que je dirais là-dessus, c'est que, comme vous le savez, j'ai commencé ma carrière au Gabon en tant que conseiller stratégique, porte-parole du ministère de la Défense nationale. C'était en 1999, effectivement. Ali Bongo avait 40 ans, j'avais 32 ans. Et c'est tout jeune que nous sommes arrivés pour apporter notre pierre à l'édifice lors de la mise en place du gouvernement qui avait été publié en janvier 1999. C'était un défi assez difficile parce que nous étions très jeunes, mais malgré notre jeunesse, le président Omar Bongo, paix à son âme, avait pris le pari de responsabiliser la jeunesse à un très haut niveau. Il n'y avait pas que M. Ali Bongo. Nous avions à l'époque deux grands leaders parmi les jeunes que nous étions. Il y avait Ali Bongo, il y avait André Mbaobam. Et tous les trois ensemble, Ali Bongo, André Mbaobam et moi, avons coordonné la campagne du président de la République en 1998 auprès de la diaspora. D'où le grand forum de Casablanca qui avait rassemblé toute la diaspora gabonaise en un seul pays. À l'époque, c'était le Maroc, pour l'élection de décembre 1998. Au cours de ce grand forum, M. Ali Bongo représentait le chef de l'État et M. André Mbaobam, paix à son âme, représentait le Premier ministre chef du gouvernement. Et moi, Gervais Onian, à l'époque étudiant, j'étais le président de ce forum, à l'issue duquel, au vu du vote massif de la jeunesse gabonaise, le président avait décidé de nous responsabiliser en commençant par nos deux leaders. Il a pris l'éducation nationale, il a donné à André Mbaobam, il a pris la défense nationale, il a confié à son fils Ali Bongo et j'ai eu la grâce d'être mis à la droite de son fils en qualité de conseiller politique et stratégique chargé de la communication, porte-parole du ministère de la Défense nationale. Tels sont mes débuts ici en République gabonaise. Ouais. Avant de revenir sur votre début, on sait que le RHM de Michel Menga a pour base politique l'actuel RPM dirigé par Hugues Alexandre Barre-Chambrier. Les deux personnalités ne regardent plus dans la même direction. Ça veut dire que vous décidez de rejoindre Chambrier avec le Rassemblement pour la patrie et la modernité. Pour la patrie et la modernité? Non, pas du tout, pas du tout. Après le début de ma carrière technocratique au ministère de la Défense nationale, il faut bien comprendre que tout ce qu'on avait fait au ministère de la Défense nationale, tout ce que j'ai eu l'honneur de faire aux côtés de M. Ali Bongo au ministère de la Défense nationale, avait pour but d'améliorer la condition militaire, que l'armée redevienne ce qu'elle devrait être en tout temps, c'est-à-dire une armée opérationnelle
et républicaine. Mais les conditions de vie des militaires, au moment où nous arrivons en 1999, étaient plutôt exécrables. Et lourde mission avait été donnée à M. Ali. Et qu'est-ce qui a fondamentalement changé aujourd'hui? Bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif? Bon, pas à mon actif personnel, c'est-à-dire que à l'actif, voilà, à l'actif d'un conseiller qui se dévoue pour son patron, simplement, et qui est au service de la République. Je dois dire avec fierté que auprès de M. Ali Bongo, j'ai bénéficié d'une très très grande confiance. Je me dois de le reconnaître. Ali Bongo, quoi qu'on en dise aujourd'hui, a été pour moi un très bon patron et un très bon grand frère. De sorte que, technocratiquement parlant, au vu de votre question, c'est avec joie et fierté que j'ai porté certains dossiers personnellement, en son nom. Il en est ainsi de la création du Prytanée militaire. C'est un dossier que j'ai eu à initier et pour lequel il m'a donné carte blanche. Et aujourd'hui, ce Prytanée militaire, il existe. Par exemple, l'école secondaire des cadets de la police, qui était aussi un bon creuset de formation des jeunes aux carrières militaires. Non, c'était un autre concept. L'école secondaire des cadets de la police, l'ESCAP à l'époque, ce sont les anciennes formules de Prytanée militaire. C'est-à-dire, en principe, les militaires sont supposés être organisés à l'intérieur de leur caserne. C'est-à-dire qu'un militaire, sur place dans la caserne, il devrait avoir une école pour ses enfants. Donc, on encourage à ce qu'il y ait des structures comme celle-là. Donc, l'ESCAP, c'était simplement des enfants de policiers, des enfants de couleurs de corps, et puis d'autres enfants qui se mettent là dans une école, bon, où on accepte en fait tout le monde. Mais le Prytanée militaire, c'est autre chose. Le Prytanée militaire tel que nous l'avions conçu, c'est une école d'excellence. Parce que nous avons une réalité au Gabon qui est que beaucoup de familles, beaucoup d'enfants de pauvres sont très très brillants, mais n'ont pas forcément la possibilité d'être encadrés pour faire valoir leurs talents. Alors, à travers le Prytanée militaire de Libreville, nous avions eu pour idée de créer un établissement où l'on prendrait tous les élèves les plus brillants du Gabon, comme on faisait à l'époque avec le lycée Léomba. À l'époque, à mon époque, quand on était à l'école primaire, le concours d'entrée en 6e, on prenait tous les premiers de tous les centres du Gabon et c'est eux qui allaient au lycée Léomba pour former l'élite de demain. Donc c'est ce principe que j'ai repris pour le Prytanée militaire avec l'accord de M. Ali, de sorte que, contrairement à l'ESCAP où on pouvait seulement inscrire des enfants, au Prytanée, on est sélectif. C'est-à-dire, c'est sur concours. On prend les élèves les plus brillants des écoles primaires. Ces enfants-là, une fois admis au Prytanée militaire, sont entièrement pris en charge par l'État gabonais. Les parents ne dépensent plus rien du tout de 6e en terminale. C'est exclusif, donc tant pis pour les élèves moyens. Les élèves moyens, comme vous dites, disposent de tous les autres établissements. C'est-à-dire qu'un pays doit aussi avoir le souci de former une élite. C'est pour ça qu'il faut au moins un établissement qui est dédié à la formation de l'élite dans un pays. En France, on a eu le lycée Louis-le-Grand, on en a eu bien d'autres. C'est-à-dire que dans un pays, surtout dans nos pays en voie de développement, il est important d'avoir pour souci de former une élite locale. Vous êtes gentil quand vous dites en voie de développement, un pays sous-développé. Ok, on y va. Oui. Bon, oui, allez-y. Oui, donc ça c'était l'idée qu'on a eue pour le Prytanée militaire. Et cette idée, je rends grâce à Dieu parce que à l'époque, M. Ali s'était assuré qu'il n'y ait aucune intervention. Aucune intervention. C'est-à-dire, c'était vraiment la première démonstration de l'égalité des chances. Que vous soyez fils de général ou fils de caporal, si vous êtes premier, c'est vous qu'on prend. Et une fois vous êtes pris... Il n'y a pas eu de passe-droit en temps... En tout cas, du temps où moi j'étais là-bas, il n'y en avait pas. Parce que le concours, voilà comment il était organisé. Le jour du concours, nous faisions venir les épreuves de France, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Mali, c'est-à-dire dans d'autres pays où il y avait déjà des Prytanées militaires. Ces épreuves arrivaient par avion. On allait les chercher le matin à l'aéroport. On les ouvrait séance tenante, on en choisissait une et les enfants composaient. Pendant que les enfants composent, l'équipe de correction est déjà en place. Et dans la salle de correction, les parents de ces enfants avaient accès. Donc les copies sont corrigées sur place, les notes sont reportées au tableau sur place, de sorte qu'à la fin de la 3e épreuve,
toutes les notes sont au tableau, on dépouille devant tout le monde. Il fallait avoir la moyenne qui était requise. Une fois cela fait, on dressait le procès verbal sur place, je le signais et je me rendais immédiatement chez monsieur le ministre, chez monsieur Ali, lequel signait et j'allais automatiquement au plateau de la première chaîne de télévision pour annoncer les résultats. Donc, personne n'avait le temps d'intervenir en quoi que ce soit. On revient un peu sur votre parcours, votre trajectoire politique. Vous remerciez Ali Bongo qui visiblement vous a lâché lorsque vous êtes déclaré candidat aux législatives dans le premier siège du 3e arrondissement. Et il faut dire qu'à l'époque, vous étiez aussi un indésirable pour la communauté miennaise qui, quand même, selon certaines indiscrétions, vous aurait menacé de mort en vous demandant d'aller vous présenter du côté d'Oyem dans la province de Wellington. Bien, vous avez connu le fait d'être indésirable politiquement. Oui, ce sont des événements regrettables sur lesquels je ne voudrais même pas forcément revenir. Vous avez vu dernièrement, on a vu un leader politique se faire... Et pas question qu'un en provenance de Wellington tente de ravir la vedette. Oui. Alors, ça fait quoi de subir politiquement, d'être politiquement indésirable dans le Gabon et d'avoir été lâché par votre grand frère Ali Bongo que vous semblez tant aimer? Bon, je n'ai pas été lâché par qui que ce soit. Vous avez été démis du poste de conseiller stratégique, c'est quand même lui le ministre, celui qui décide. Pourquoi il s'est défait de son collaborateur? Pour moi, laissez-moi vous dire que quand on se décide, de prendre son destin en main, on l'assume. Et personnellement, j'ai toujours appris à assumer mes actes. Je savais qu'une guerre allait être ouverte contre moi. Je le savais pertinemment. Parce que vous étiez candidat indépendant. Parce que j'étais candidat indépendant. Et j'avais besoin de m'affirmer, politiquement parlant. Vous savez, nous sommes dans un pays où, c'est pas qu'ici, il y a les familles qui ont eu la grâce d'être au tout début de l'histoire de ce pays. Des familles qui ont eu la grâce d'être autour du président Léomba. Qui ont été aux avant-postes. Qui ont été aux avant-postes. Étaient là, peut-être pas aux avant-postes. Voilà. Alors, moi, mon père n'était pas là aux avant-postes, et ainsi de suite. Donc, il s'est créé comme une sorte de mentalité voulant que la politique soit réservée à ces grandes familles-là et aux enfants issus de ces grandes familles-là. Et donc, du coup, lorsque, comme je l'ai souvent dit, le fils de prolétaire que je suis est apparu au devant de la scène, ça a dérangé beaucoup de monde. Et c'est normal. Et c'était pour moi de bonne guerre. C'était pour moi de bonne guerre. Mais je ne pouvais être que candidat indépendant à cette époque-là. Et sur ce siège-là, puisque j'ai fait toute ma vie au Carrefour Léomba, mes parents m'ont donné la vie là, j'ai grandi là, j'ai tout fait là, ma mère vendait au marché Montboué, mes parents étaient des doyens de l'église du 9 étage, et puis bon, j'ai grandi autour de ces casernes militaires, derrière l'état-major de la marine, derrière l'état-major des pompiers, tout ça. Donc, c'était mon environnement depuis l'enfance. Et plus tard, en devenant expert civil des questions militaires, j'ai eu la chance, étant arrivé au niveau doctoral, que le président Bongo lui-même m'ait demandé de rentrer au Gabon. Je ne suis pas rentré au Gabon à ma propre demande, cher ami. J'ai quitté le Gabon, oui, j'ai quitté le Gabon grâce à une bourse de coopération internationale, une bourse d'excellence. C'est-à-dire que il y avait le gouvernement du Canada qui avait organisé un concours mondial des bourses d'excellence. Et moi, j'étais sorti premier de ce concours-là au compte du Gabon. C'est pour ça qu'après le bac, moi, j'ai été envoyé à l'UOB, pendant que j'ai vu d'autres aller en France, et ainsi de suite, qui n'avaient même pas les moyens que j'avais. Moi, j'étais premier de classe, cher ami. Du CP1 au doctorat, toujours premier. Mais malgré cela, quand j'ai eu le bac, ben, moi, on m'a envoyé à l'UOB. D'autres sont allés ailleurs. Mais Dieu faisant ces choses à sa manière, voilà, Dieu faisant ces choses à sa manière, bon, le gouvernement du Canada a fait un concours mondial de bourses d'excellence. Il y a eu des candidats dans tous les pays de la francophonie. Au Gabon, il y a eu 201 candidats. Je suis sorti premier. Je me suis retrouvé au Canada avec une bourse d'à peu près 1 500 000 francs à l'époque, par mois. Donc, pour un fils de prolétaire, vraiment, c'était une grâce exceptionnelle. Et faisant mes études, à la fois de sciences politiques et de stratégie militaire, de passage au Canada, le président Bongo a été reçu par la communauté gabonaise, dont j'étais président. J'étais président des étudiants stagiaires gabonais. Donc, à l'occasion de cette rencontre-là, étant informé de mon cursus, il m'a dit qu'il serait bien que je rentre au Gabon pour mettre ce savoir au service de la République. Et séance tenante, ce jour-là, au Canada, au Queen Elizabeth, il m'a dit, viens mon fils,
voici tes deux grands frères, Ali et Mbobam. Je veux que tu rentres au Gabon, vous allez travailler ensemble. Et c'est ce que j'ai fait. Vous êtes rentré, mais revenez sur votre trajectoire politique. Oui. Après le cabinet, vous êtes démis. Je disais, Ali Bongo vous a lâché. Vous êtes indésirable au premier siège du 3e arrondissement parce que la communauté Miennin et les Gondjou qui étaient en griffe propriétaires du siège vous menacent, vous demandent d'aller vous présenter à OIM. Comment est-ce que ça a été vécu? Ça a été vécu très difficilement, mais je dois dire que nous nous sommes réconciliés entre-temps. Hein? Donc aujourd'hui, ce ne sont plus que des... Bon, ça ne... Voilà, oui, ça ne relève plus. Mais parce que, qu'est-ce qui a facilité la réconciliation? C'est parce que je savais pertinemment qu'une guerre allait être déclenchée contre moi. Donc j'ai affronté cela avec courage, sachant qu'il n'allait pas se laisser non plus évincer comme ça. Hein? Bon, moi j'étais un indépendant, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pourquoi j'ai voulu être député à cette époque? Nous avions fait un travail au ministère de la Défense nationale avec M. Ali, qui a permis d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Mais pour que cela puisse perdurer sur 10, 15, 20 ans, nous avons conçu une loi de programmation militaire, de manière à ce que, moi, en étant candidat à la députation, ça aurait permis qu'une fois à l'Assemblée nationale, je puisse aller peser auprès des autres députés pour que l'armée reçoive le vote de cette loi de programmation militaire qui allait permettre que le travail qu'Ali Bongo avait commencé à la défense puisse perdurer sur 5, 10, 15, 20 ans. C'est pour ça que j'étais candidat, mais sans l'obligation forcément de gagner cette élection. Je gagnais, j'allais à l'Assemblée, je gagnais pas, ben je restais à la défense et ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Malheureusement, certains ont vu que j'étais venu pour les évincer de leur place et puis bon, ils ont fait la guerre qu'ils avaient à me faire. Ils l'ont faite. Bon, et ils ont fini par obtenir jusqu'à mon départ du ministère de la Défense. Bon, et je l'ai assumé jusqu'à ce jour. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été lâché par votre grand frère. Bref, on va fermer la parenthèse. Non, c'est pas lui. Fermer la parenthèse. Vous êtes candidat indépendant à l'époque. Après, vous êtes membre fondateur de l'Union pour la Nouvelle République. Tout à fait. Avec Louis-Gaston Maïla. Oui. On vous retrouve ensuite au centre des libéraux réformateurs CLR de Jean-Boniface Assélé. Oui. Vous gagnez les législatives d'après. Vous êtes maire adjoint du 3e arrondissement, qui est maire titulaire à l'époque. Oui. Vous êtes évincé du CLR et vous êtes dégagé de la mairie. Oui. Ensuite, on vous retrouve aux côtés de Pierre Mamboundou pour la présidentielle de 2009. Vous regagnez le PDG après? Non. Parce qu'on vous retrouve quand même dans les rangs du Parti démocratique gabonais, dans des réunions officielles. Bref, vous allez vous expliquer. Après, vous gagnez le RHM qui démissionne en vague avec Alexandre Barre-Chambrier. Puis vous rejoignez Michel Menga qui tire sa partie du parti, qui tire sa partie du RHM parce qu'il ne veut pas rejoindre le RPM du Alexandre Barre-Chambrier. Vous êtes un migrant politique. Je savais que vous le diriez. Est-ce que la migration est terminée Je mets tout cela sur le compte de l'apprentissage. J'ai voulu m'enrichir d'un maximum d'expérience. Un apprentissage dans la douleur quand même. Dans la douleur, oui. Les plus grands chefs de l'histoire de ce monde ont fait leur apprentissage dans la douleur. Alors moi, certains ont eu la chance de ne pas connaître de douleur dans leur parcours, c'est leur grâce. Mais quand on sait d'où l'on vient, par rapport au système actuel du Gabon, il est normal que j'eusse subi tout ce par quoi je suis passé. C'est pour ça que je prends tout cela avec beaucoup de hauteur. Quand vous dites que bon, M. Ali m'a lâché, non, il ne m'a pas lâché. Il ne m'a pas lâché. Je vous rappelle bien... Comment c'est de faire d'un collaborateur dont on a besoin? Oui, vous savez, à l'époque, je vous rappelle bien que quand nous sommes arrivés à la Défense, Ali Bongo a 40 ans. Il n'a que 40 ans. Et moi, je n'ai que 32 ans quand nous sommes arrivés à la Défense. Nous étions deux jeunes et qui avons fait du bon travail ensemble. C'est mon grand frère, M. Ali. Et je voudrais vous dire que quand je suis arrivé à la Défense, en 1999, c'est cette même année que j'ai perdu ma mère. Ça veut dire, avant même de toucher mon tout premier salaire, j'ai dû enterrer ma mère. Et c'est grâce à M. Ali Bongo que j'ai enterré dignement ma mère. Toute la République s'était mobilisée à sa demande, toute l'armée gabonaise. Voilà la raison pour laquelle, quelles que soient les injustices que je peux avoir subies,
il m'est difficile de dire quoi que ce soit de mal contre M. Ali Bongo. Quand vous avez une mère, c'est quasiment dans votre vie la personne qui vous est la plus chère. Donc celui qui t'a aidé à enterrer ta mère, tu t'abstiens de dire n'importe quoi sur lui. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de réserve vis-à-vis de M. Ali. Parce que cette époque-là, ce jour-là, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas enterré ma mère aussi dignement que je l'ai fait. Donc, mon problème n'a jamais été M. Ali Bongo. À l'époque, j'étais en guerre contre le PDG. Il n'en était pas le président. Mon problème, c'était avec le PDG. Ce n'était pas avec Ali Bongo. Et le PDG, comme vous le savez, a sa machine pour broyer tous ceux qui se mettent en face. Et moi, j'ai affronté cette machine-là, sachant bien que j'ai affronté une machine dans un siège où on disait en plus que c'est pas pour les femmes, c'est pour les miennes. Si tu es femme, on va te présenter là-bas chez toi, Wellington, machin, et tout. J'ai été humilié, j'ai été insulté, j'ai été menacé de mort. Mais je n'ai pas voulu reculer. Parce que je leur ai dit... Non, je ne suis pas là pour ramener ce qui a été fait et que ça brouille encore les gens. Je dis que depuis lors, nous, on s'est réconciliés. C'est la politique aussi, tout ça. Ils se sont défendus, j'ai pris des coups, mais ça m'a permis d'exister politiquement. Et c'était ça mon objectif, exister politiquement. Qu'on sache qu'au 3e arrondissement, il n'y a pas que les Ngonjou et les Chambriers. Il y a aussi un certain Gervais Onial. Et à l'époque, vous avez revendiqué, vous avez dénoncé un hold-up électoral. Oui, tout à fait. Vous avez les preuves de ce hold-up? Mais bien sûr. C'est quoi les preuves, M. Onial? Je vous dis, je ne veux pas revenir là-dessus. Ah d'accord. Essayons plutôt d'avancer. Sinon, vous savez... Maintenant que vous claquez... À partir du moment où les gens ont déjà refait la paix, okay, il ne faut pas ramener les choses qui... Vous refusez l'expression claquer la porte du rassemblement et d'ailleurs, je vais y revenir. Vous avez des choses à reprocher à Michel Menga? Personnellement, je n'ai rien à lui reprocher. Comme je vous dis, Parce que Jean Yegendon, qui a quitté Jean Ping, a dit, au-delà des convenances personnelles, il a des reproches politiques à faire à Jean Ping. Vous avez des reproches peut-être politiques à faire à Michel Menga? C'est un mauvais manager? Michel Menga, une fois de plus, je vais vous le dire, je n'ai rien contre Michel Menga. Tout le temps que j'ai fait... Mais enfin, parce que le problème, c'est que, mon cher frère, c'est que nous sommes dans un contexte où les gens sont habitués à se chamailler, à se quitter parce qu'ils sont brouillés. Vous constaterez dans mon parcours qu'en général, je pars d'une formation politique pour une autre en gardant des bonnes relations avec les gens avec qui j'ai été. Jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est pour ça que je vous dis, il faut d'abord bien comprendre, comment dirais-je, la psychologie de chacun d'entre nous. Moi, mon père était pasteur. Même si après, il est devenu un simple fonctionnaire parce qu'il n'avait pas de quoi épouser ma mère pour faire la dot. Il est devenu fonctionnaire pour avoir un peu d'argent pour pouvoir épouser ma mère. Donc, il n'a pas pu prêcher à l'église, mais il a prêché tout le temps à la maison. Donc, je suis un fils de pasteur. Je suis un enfant de l'église. Donc, même quand on m'a fait du mal, je n'ai pas de mal à pardonner. Et dès que j'ai pardonné, eh bien, c'est terminé. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Je vous dis que M. Ali Bongo, c'est lui qui m'a aidé à enterrer ma mère. Okay? Quand j'ai été démis au ministère de la Défense, ça a été avec la pression faite par le clan mienne et du PDG. Mais ils vous ont poursuivi sur le terrain politique et sur le plan administratif bien sûr. Mais ce même clan-là, à l'heure où on parle, Laure Ngonjou est pour moi comme une sœur de sang. Elle fait partie des personnes qui vous ont traqué. Mais aujourd'hui, elle est pour moi comme une sœur de sang. Un de mes fils a fait un accident extrêmement grave, il y a quelques années. Extrêmement grave. Il a été entre la vie et la mort. C'est Laure Ngonjou qui a sauvé mon fils. Alors, moi, je vais mettre de l'avant qu'on s'était affronté en 2006 sur le champ politique, oubliant qu'entre-temps, on a refait la paix et qu'elle a même sauvé la vie d'un de mes enfants. Un autre de mes enfants et de mes filles, Laure Ngonjou, en est la marraine. C'est ça aussi, le Gabon. Moi, tout ce que je voulais, c'était d'exister politiquement. Qu'on cesse de croire que le Gabon, c'est l'affaire de Chambrier, fils de Chambrier, Ngonjou, fils de Ngonjou, Bongo, fils de Bongo. Eh bien, il y a aussi les Gervais Onian, fils de prolétaires, fils de personne. Mon père, comme on m'avait dit à l'époque, n'a pas marqué l'histoire du Gabon. Pourquoi je veux émerger en politique? Mais il faut que ça cesse. Le Gabon est pour tous ses enfants. Qu'on soit fils de riches ou enfant de pauvres, chaque enfant de Dieu a droit à sa part de bonheur dans son pays. Et c'est ce combat que je mène. Que
je le mène en militant au CLR, au PDG, à l'UPNR ou ailleurs, peu m'importe. Ces partis-là ne m'appartiennent pas. Et les partis politiques du Gabon, c'est comme des écuries sportives. Tu comprends? Si on ne veut pas de toi au Paris Saint-Germain, eh ben, tu signes à Marseille ou tu vas au Real. Et vous signez désormais? Quelle est votre écurie politique après avoir quitté Michel Menga et le RHM? Vous signez où désormais? Je vais signer cette fois-ci dans ma propre écurie. Waouh, c'est quoi? Vous annoncez la création d'une formation politique ou d'autres fusions, absorptions, je ne sais pas comment ça se passera, monsieur Onyan? Vous avez tout compris. Tout ce que j'ai fait jusque-là, c'était pour apprendre. Depuis le tout premier jour que je me suis lancé en politique, pourquoi je n'ai jamais adhéré au PDG? C'est parce que je savais que je n'avais aucun avenir dans le PDG. Le PDG fonctionne par grande famille, dans circonscription par circonscription. Moi, venant d'une toute petite famille, je savais que je n'avais pas d'avenir dans le PDG. Donc, mon objectif, c'était que le président Bongo m'a donné la chance de rentrer au Gabon pour donner à mon pays. Vous n'avez pas donné la chance, vous deviez rentrer au Gabon dans tous les cas. C'était le chef de l'État. Non, je n'étais pas obligé de rentrer au Gabon. À 26 ans, j'étais déjà professeur d'université au Canada. J'étais professeur d'université au Canada à 26 ans. J'étais assistant de cours de sciences politiques et je donnais également des cours de stratégie militaire au Collège militaire royal. Attention. Donc, j'avais démarré les prémices d'une carrière universitaire au Canada. Mais, aimant mon pays, étant l'aîné de mon père et de ma mère, mon cœur a toujours été pour travailler au Gabon. Donc, quand le président Bongo de passage au Canada m'offre l'occasion de venir travailler au Gabon, mais je rends grâce à Dieu parce que vous pensez que c'est à n'importe qui a fait de la stratégie militaire qu'on permet de venir exercer ça dans son pays. En général, on nous prend pour des faiseurs de coups d'État. Parce que quand vous avez étudié la stratégie militaire, vous savez comment on prend le pouvoir par les urnes et comment on prend le pouvoir par les armes. Ce sont des choses que nous apprenons dans les grandes académies, comme là où moi je suis passé en Amérique ou en Europe. Tout ça, on le sait. Donc, et quand vous êtes le fils de personne, en général, on va se méfier de vous. C'est pour ça que moi, je suis déjà parti pour faire ma vie au Canada. Mais le président Bongo m'a offert l'occasion de rentrer au Gabon et d'être aux côtés de son fils pour travailler à la défense. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. C'est pour ça que j'ai tout donné pour mon pays, au compte du président Bongo et au compte de M. Ali Bongo, qui m'ont donné l'occasion de montrer de quoi j'étais capable. L'avenir politique d'Hervé Onyan. L'avenir politique dans laquelle vous signez désormais. Ça, je vous en reparlerai le moment venu, mais c'est pour vous dire que tout ce que j'ai fait, c'était de l'apprentissage. J'ai appris auprès de Ali Bongo, j'ai appris auprès d'André Mbaobam, j'ai appris auprès de Pierre Mambundu, j'ai appris auprès de Maître Louis-Gaston Maïla, j'ai appris auprès d'Alexandre Barrault-Chambrier, j'ai appris auprès de Michel Menga. Il est temps aujourd'hui que moi-même, fort de toutes ces connaissances-là, je prenne moi-même mon bâton de pèlerin pour me mettre désormais au devant de la scène à mon propre compte, à mon propre nom, pour poursuivre la route que j'ai commencée, même dans la difficulté, mais que j'ai commencé et qu'aujourd'hui, je peux capitaliser toute cette expérience-là. À 54 ans, aujourd'hui, je peux prétendre être un président de parti politique et éventuellement voir par rapport à cela ce que je ferai pour 2023. Alors, vous prenez la tête d'une formation politique, peut-être dans les tout prochains jours, les tout prochains mois, à 2 ans de la présidentielle. Hervé Onyan lorgnerait du côté de la magistrature suprême? C'est un projet de vie. Je dis bien un projet de vie. Ça veut dire que ce n'est pas par rapport à 2023. En classe de 3e au lycée national Léomba, avec Madame Yvonne Leimangoy, qui vit encore, qui était mon prof de français, qui était mon prof principal, il était question de remplir une fiche d'orientation. J'étais premier dans presque toutes les matières, mais est-ce que je vais en série littéraire ou en série scientifique? Et je leur ai demandé de choisir. Et Madame Leimangoy m'a dit, mais écoute Gervais, il faut bien que tu nous dises plus tard ce que tu aimerais être pour qu'on sache vers où t'orienter. Monsieur Sidouane Bouna m'a dit qu'il faut que tu dises exactement ce que tu veux. Et j'ai dit président de la République. Donc, c'est dire que c'était un projet de vie. Mais mes frères, depuis le lycée, l'université, tout ça, ils le savent. Ça n'avait rien à voir avec le fait que plus tard, j'allais travailler avec Ali Bongo ou ainsi de suite. Pas du tout. Je me suis fait de cela un projet de vie. Et ce projet de vie, ça veut dire qu'il faut, quand on est encore petit, avoir l'humilité d'apprendre.
Et quand on aura estimé qu'on a suffisamment appris, on est capable de faire des propositions pour son pays. Ça ne veut pas dire que Gervais Ondian pense prendre la place de qui que ce soit. Ça veut dire que Léon Mébiam me disait la politique est une affaire de génération. Ça veut dire que toute ma vie, de par ce que j'ai fait jusque-là, je me prépare à ce que quand viendra l'heure de notre génération, de ma génération, d'être capable de proposer des projets de société pour le Gabon, je puisse être capable d'apporter des idées pour le Gabon. Donc aujourd'hui, je suis suffisamment outillé pour apporter des idées pour le Gabon. Si ces idées, un jour, peuvent aider ceux qui gouvernent aujourd'hui, tant mieux. Si ces idées, plus tard, peuvent faire que dans 10, 15, 20 ans, pourquoi pas, je sois encore là et que je puisse les faire valoir, ben je les ferai valoir. Alors, c'est compris. Certaines têtes sortent de l'eau par rapport à ce scrutin. Êtes-vous prête à vous aligner derrière ou vous prendrez-vous la locomotive de l'initiative présidentielle? Je veux être franc et honnête avec vous. Je n'ai d'égard que pour M. Ali Bongo, qui est président de la République, chef de l'État. Je n'ai d'égard que pour lui. En 2023, M. Ali Bongo fera face au peuple gabonais. C'est le peuple gabonais qui... C'est en aptitude, parce que justement, la question... C'est le peuple gabonais qui, à ce moment-là, dira s'il veut encore ou non de M. Ali Bongo. Mais moi, il ne m'appartient pas à moi. C'est pour ça que je vous dis, être candidat, ça, c'est pas de mon ressort. C'est pas de mon ressort. S'il est en état de se présenter, il se présentera sûrement. Qu'il se présente ou qu'il ne se présente pas, moi, ça ne m'engage pas. Ce que je sais, c'est que mon problème, mon cher frère, je vous le dis vraiment les yeux dans les yeux, mon problème, ce n'est pas Ali Bongo. Mon problème, c'est qui viendra après Ali Bongo. Mais Ali Bongo fait partie du problème. Je dis mon problème. À votre problème. Mon problème. Je suis Gabonais, citoyen gabonais. Chaque Gabonais a son problème. Chaque Gabonais ira voter pour ou contre. Ce n'est pas moi qui vais voter pour eux. Je dis, mais moi, Gervais Ondian, mon problème, ce n'est pas Ali Bongo. Mon problème, c'est qui viendra après Ali Bongo. Donc vous vous inscrivez dans l'après Ali Bongo. Tout à fait. C'est qui viendra après Ali Bongo. Si Ali Bongo venait j'ai envie de dire, je ne sais pas quelles circonstances, présenter sa candidature en dépit de tout ce qui est dit à propos de son état de santé, vous ne vous porterez pas candidat. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que je ne serai pas candidat. Ça veut dire que si jamais je suis candidat, c'est mon droit, c'est le droit de tout Gabonais. Si jamais moi, Gervais Ondian, je suis candidat, je ne dirai rien contre M. Ali Bongo. Il faut déjà que je vous le dise tout de suite. Je ne dirai rien... Vous n'avez pas peur que ça plombe que ça sème une crise de confiance avec le peuple, parce que quand même, les Bongos sont considérés comme le mal du Gabon? Moi, je ne dis pas le contraire non plus. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y aura beaucoup de candidats. Ok? Presque tous auront pour stratégie d'aller attaquer Ali Bongo, l'insulter, le discréditer. Ils ont volé, ils ont gaspillé le Gabon. On n'en est plus là. Ça, je leur en laisse le soin. Tu comprends? Moi, si je suis candidat, le nom d'Ali Bongo ne sortira pas de ma bouche. Si je suis candidat, ce sera pour dire aux Gabonais que on peut faire autrement que ce qui se fait actuellement. Et voici concrètement ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie de tous les Gabonais, pour améliorer les conditions de vie et de travail de tous les militaires, les retraités et ainsi de suite. N'est pas à la hauteur des attentes des Gabonais. Sans en vouloir à l'homme, bien sûr. Une fois en plus, comprenez ma position. Comprenez ma position. Ne me mettez pas non plus en état, en plus de déclencher une nouvelle guerre anticipée, alors que j'en ai déjà beaucoup subi. Ah, ça, vraiment? Vous avez pris... Donc si je persiste, c'est que je n'aurais quasiment rien compris de ce que j'ai persisté. C'est compris. Votre mot de la fin, regardons droit dans la caméra. Oui. Votre adresse au Gabonais. Alors, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes,
il n'est pas courant au cours des dernières années que je me sois adressé à vous. Aujourd'hui, je peux de nouveau le faire, à présent que j'ai décidé moi-même de prendre le leadership de mon combat politique dans ce pays. Dans les jours qui viennent, je vous annoncerai sûrement la création ou la présidence par moi d'un nouveau parti politique. Ce parti politique sera un parti du centre. Il ne sera pour le moment ni de la majorité ni de l'opposition. Mais je me tiens à la disposition aussi bien des leaders de la majorité que des leaders de l'opposition pour voir ensemble, dans l'intérêt du Gabon, ce que nous pouvons faire pour ce pays d'ici et même après 2023. Je vous remercie. Alors, nous aussi, nous vous disons merci d'être passé sur le plateau de Mazlek Info. Avec grand plaisir. Bon, M. Gervais Onian, et on se retrouvera certainement sur l'arène politique. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde et que Dieu bénisse le Gabon. Ok, merci et au prochain numéro. Mazlek Info, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web.